Euh, Donc, je suis vice-président produit à Dataiku. Il va y avoir, comme vous avez compris, toute une série de sujets sur le produit et je vais donner disons, les axes principaux et une représentation un peu plus haut niveau. Alors, comme ça a été dit ce matin par Clément, si vous étiez dans la première salle, si vous êtes ici, sans doute, vous appartenez à une organisation qui veut extraire de la valeur des données. Et la compréhension de Dataiku, c'est qu'il y a énormément de défis que les entreprises rencontrent dans cet exercice. La première chose, c'est que les données sont de qualité variée dans des environnements extrêmement divers. Et pour en extraire de données, il y a différents individus, différents profils, différents rôles, dont les data engineers qui maintiennent difficilement des pipelines fragiles sur des données vivantes. Il y a les business analysts qui ont leurs solutions spécialisées, chacun d'eux, qui ne sont parfois pas directement connectés aux systèmes centraux. Il y a évidemment les data scientists qui perdent pas mal de temps à faire de la data prep avec du code. Les gens qui s'occupent, j'imagine il y a pas mal de gens qui travaillent dans des industries régulières, les gens qui s'occupent de la régulation, qui s'occupent du risque, eux doivent mettre en place comprendre qu'est-ce qui se passe où pour essayer de suivre. C'est un travail vraiment fastidieux quand on a beaucoup d'outils. Finalement, quand on opérationnalise, souvent, parce que c'est fait dans des outils divers, il faut recommencer à zéro. Le résultat de ça, c'est que le business n'est pas très bien servi. Il n'a pas nécessairement les bonnes données, il n'a pas nécessairement les données au moment qu'il faut. Ça prend du temps, ça prend du retard, il y a des problèmes de confiance. Et l'analyse de Dataiku, c'est que l'essentiel de ces problèmes viennent d'un manque de partage, d'un manque de collaboration entre tous ces outils, entre toute cette stack diverse et variée. Alors, non seulement ça ne sert pas les use cases, les cas d'usage métier, mais en plus, d'un point de vue de la gouvernance globale de l'entreprise, faire de la supervision, comprendre ce qui se passe, se préparer à la régulation future, avoir confiance dans les manières dont finalement on crée des produits donnés est extrêmement difficile. Et à la fin, effectivement, cela fait une quantité de valeurs perdues, de cas d'usage qui ne sont pas adressés. C'est l'objectif de Dataiku de résoudre l'essentiel de ces problèmes-là, en étant finalement votre modèle opérationnel qui permet d'accélérer la production d'applications data pour extraire de la valeur rapidement. Alors, ça se fait de plusieurs manières. La première chose, c'est qu'on excelle à l'accès aux données. On a de diverses connexions, que ce soit dans le système historique ou nous. La deuxième chose, c'est qu'on a une plateforme end-to-end qui permet d'outiller des profils qui sont clickers ou codeurs, donc plus ou moins techniques, avec des outils qui sont spécifiques au métier. Tout à l'heure, on parlait de business analyst, qui faisait de la data prep, etc. Chaque métier a besoin d'outils spécifiques. Donc, on va donner un ensemble d'outils à ces différents profils. Et tout ça, ça va être fait de manière visible dans ce qu'on appelle le flow, qui va permettre une grammaire commune à tous ces gens-là, pour pouvoir créer des briques réutilisables. Et c'est un élément essentiel, c'est transparent, réutilisable. C'est aussi end-to-end, dans le sens où ce qui est designé peut passer en production immédiatement. Voilà. Alors, ça donne une plateforme unifiée qui, évidemment, permet, comme on disait tout à l'heure, de réunir un petit peu dans tous vos process les différentes, disons, spécificités de chacun dans une seule manière de faire, ce qui simplifie les choses au niveau de l'entreprise. C'est adossé à une certaine, on va dire, polyvalence de Dataiku d'un point de vue de l'architecture, c'est-à-dire que vous pouvez conserver le choix de l'endroit où vous voulez installer Dataiku. Dataiku, donc ça peut être dans votre cloud, on-prem, ça peut être aussi hébergé chez Dataiku en utilisant notre offre SaaS ou de manière hybride. On peut aussi choisir ces moteurs de calcul qui dépendent eux-mêmes des infrastructures dans lesquelles vous avez déjà investi et se connecter aux divers services. Il y en a toujours de nouveaux dans l'écosystème. GenAI en a un autre et à l'intérieur de GenAI, il y a beaucoup de nouveaux services. Alors ça, c'est ce qui va en fait être le socle pour produire vos produits data, de manière efficace, que ça soit livré dans Dataiku ou à l'extérieur via des API. Alors ça permet effectivement de servir le business, mais la plateforme unifiée aussi la garantit que vous allez pouvoir avoir une bonne supervision de tout ce qui est fait dans le produit. Et cette supervision, cette centralité vous permet aussi d'injecter potentiellement des processus de gouvernance au plus près de l'outil, et donc de robustifier en fait vos pratiques, d'unifier un petit peu vos pratiques à l'intérieur de l'entreprise.
Voilà, alors ça c'est une vision très haut niveau de ce qu'est la plateforme. Il va y avoir des deep dives dans les sessions qui suivent, notamment donc, la question d'infrastructure adaptative. Ça sera à 16h30, donc si vous voulez tout savoir sur ce sujet-là. Et la gouvernance qui sera aussi un peu plus tard. Voilà, les autres sessions, je vais les introduire au fur et à mesure. Je voudrais faire prendre un pas de recul et vous expliquer un peu, de manière un peu plus philosophique quels sont les axes qui déterminent les développements sur lesquels on travaille en ce moment. Alors, c'est des convictions. La première conviction, c'est qu'il faut plus de concepteurs de produits donnés. Plus on aura de gens, plus on aura de variété dans le profil des individus qui créent, plus en fait on va permettre la transformation des entreprises et aussi permettre de faire réunir le business et la technique sur des projets data. Les experts de la data, sans doute vous en faites partie pour beaucoup d'entre eux, doivent se contenter sur les choses où ils ont le plus de valeur ajoutée. On doit les outiller proprement et de façon à pouvoir déléguer potentiellement des tâches que faisaient à d'autres profils aussi. Et finalement, le dernier point, c'est l'opérationnalisation. Il faut déployer réellement. Et la garantie Utilize Dataiku, c'est effectivement pouvoir déployer. Et on en parlera un petit peu plus tard, je creuse un peu plus. Ça veut dire des choses très variées selon les infrastructures, le contexte dans lequel vous travaillez. Mais voilà, ce sont les trois axes essentiels. Évidemment, c'est impossible pour moi de vous faire une présentation aujourd'hui de roadmap sans parler de l'éléphant rose qui, je ne sais pas pourquoi, quand on demande à GenAI de nous faire un éléphant rose, il n'est pas rose et il a de la mousse sur le dos. Ça n'est pas grave, c'est la beauté de Generative AI, mais voilà, donc je vais vous dire quelques mots là-dessus. Alors, on a tous joué depuis un an avec ChatGPT et compagnie. C'est extraordinaire, on est excité, on se dit wow, c'est de la magie, il y a tellement d'intelligence là-dedans, on est vraiment bluffé. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, peut-être que vous avez aussi, c'est on se dit c'est vraiment fort. Alors, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer dans mon métier? Et si tout le monde se met à utiliser ça, c'est quoi les risques? D'accord? Un peu d'inquiétude. Et puis peut-être le niveau d'après, c'est que mais si on suit en fait dans le détail, il y a un modèle qui apparaît tout le temps, il y a des nouvelles techniques. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Je suis complètement perdu. D'accord? C'est un peu le sentiment. Alors, je vous rassure, même si je travaille à Dataiku, c'est parfaitement mon sentiment. On est tous un peu perdus, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Voilà, c'est comme maintenant, il va quand même falloir continuer. Effectivement, on peut se faire des promesses incroyables, créer des applications incroyables, mais on peut se dire on va remplacer les développeurs, on va remplacer des gens comme métier, voilà, mais c'est pas encore fait. Ce qui est sûr, c'est que oui, ça permet de faire des choses nouvelles, ça permet de faire des choses étonnantes, ça permet de faire des choses fun, ça permet de faire des choses qu'on voit à la télé. Et c'est rare, on a rarement l'occasion de parler de l'IA avec notre grand-mère, mais avec ça, on peut. Mais c'est aussi juste un outil parmi d'autres. À la fin, faire Generative AI, c'est juste avoir un outil de plus dans son atelier, d'accord ? Parce qu'on a besoin des données, on a besoin de tout ça. À la fin, ça va s'adosser et c'est l'intérêt d'avoir une plateforme quand vous allez commencer avec Generative AI. Donc, sur Generative AI, on peut faire des choses extraordinaires. Effectivement, on pourrait se dire, on va remplacer les développeurs. Ce ne serait pas sympa à annoncer à mes équipes la semaine prochaine, mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Il faut se concentrer sur les choses les plus simples avant d'imaginer des applications incroyables. Et en fait, on a fait beaucoup, depuis le temps qu'on travaille sur GenAI, d'entretien avec nos clients. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une typologie de trois sortes d'applications. La première, c'est on a déjà l'habitude de travailler avec du tabulaire. Donc, ce que permet finalement Generative AI, c'est de travailler avec des données non structurées, des données textuelles. Et donc, c'est relativement facile d'intégrer, d'extraire des données structurées du texte pour les remettre dans ses pratiques. C'est ce qu'on fait avec le langage naturel, les techniques de NLP classiques. Mais ça, c'est un premier exemple relativement simple d'accès. Le deuxième, sans doute, élément relativement simple, c'est vous faites du prédictif. Et le prédictif, à la fin, ça vous donne des scores, c'est assez abscon. Si vous faites du next best offering, par exemple, excusez-moi, je mélange avec le français et l'anglais, ça me trouble, au lieu de recevoir juste une liste priorisée, peut-être vous pouvez l'emballer avec du texte, vous pouvez l'emballer avec le bon ton, vous pouvez donner des arguments qui sont pertinents à l'intérieur et personnaliser ces choses-là. Le troisième exemple, il est relativement simple. C'est que si on augmente l'AI
de documents internes qu'il y a dans vos entreprises, pensez à des documents techniques, vous allez pouvoir ventiler très facilement en fait, le savoir en permettant à des gens d'interroger ces bases de manière beaucoup plus intuitive que dans le passé. Donc, c'est des cas d'usage très simples qui apportent de la valeur. Avant de penser des cas très compliqués, pensez cas très simples. Deuxième point, il y a aussi la sophistication de la technologie. Effectivement, si on suit le détail, on parle d'agents qui vont interagir avec des systèmes variés, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui apparaissent. Avant de faire des choses très avancées, ce qu'on vous invite, c'est plutôt, on a livré dans la 12.3 des tas de features et vous allez avoir une présentation dans un instant sur ce sujet, qui sont livrés. Donc, utilisez les outils qui vous permettent de manière visuelle, de manière très très simple, de créer des applications simples avant de vous lancer dans des techniques de plus avancées comme fine-tuner un modèle, etc. Pour cela, on a mis en place une espèce de gradation d'échelle, de degré de sophistication technique que ça implique, et toutes les sophistications techniques ont un prix. Et cette échelle vous sera présentée tout à l'heure avec comment on vous aide sur chacun de ces niveaux. Alors, ensuite, on est à une ère nouvelle, avec une nouvelle technologie, et on se pose la question, comment on va servir de ça dans les entreprises? Alors, si on réfléchit un petit peu aux enjeux que ça veut dire pour les entreprises, on a d'un côté ce nouvel écosystème de services qui existe autour de GenAI et en haut des applications qu'on veut créer. Et on est dans une situation curieuse parce que d'un côté, à titre privé, on peut tous jouer avec ChatGPT. En même temps, si vous voulez créer une application de GenAI dans votre entreprise, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être sacrément plus compliqué. Et il manque un socle commun. Un socle qui va permettre justement de passer aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il est censé faire? On sait qu'il existe un ensemble de services, là j'en ai marqué un certain nombre, et on pourrait, Dataiku, rajouter encore un chose, faire notre modèle de fondation, faire notre vox. Ça n'est pas ce qu'on fait. On se concentre sur notre métier, qui est celui de l'orchestration, et c'est-à-dire de pouvoir vous connecter effectivement à du compute accéléré, à des modèles qui sont en ligne, à héberger vos modèles, à des vecteurs sorts qui existent, etc. On continue cette... Donc finalement, ce qu'on appelle le LLM Mesh à Dataiku, c'est notre feature de gouvernance essentielle. C'est une capacité à router les utilisateurs, les applications, vers différents services dont vous allez avoir besoin pour faire vos applications LLM Mesh. Alors, c'est bien de router, mais en fait, il faut penser un petit peu, penser plus long terme. Ça vous donne non seulement le choix aujourd'hui, mais c'est aussi cet écosystème va évoluer. Ce que vous allez utiliser aujourd'hui comme service, potentiellement demain, c'est énorme. Donc, en fait, il faut avoir une architecture où vous pouvez repluguer des choses, vous pouvez changer de modèle. Vous pouvez, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée fondamentale de Dataiku. Et ça vient avec d'autres choses qui sont, par exemple, pouvoir contrôler le coût des applications. C'est pas gratuit, tout ça. Ça peut être même très très cher et très vite, notamment si ça se démocratise très 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 fort. Et aussi savoir qui a le droit d'utiliser quel service, ou de manière encore plus forte, quelles données peuvent être envoyées sur quel modèle d'IA. Si vous avez en fait des données plus ou moins privées, vous allez pouvoir utiliser parfois un modèle public ou un modèle que vous hébergez chez vous. Et donc il faut pouvoir en fait définir une granularité de qu'est-ce qui peut être utilisé où. Ça peut aussi servir à augmenter les intelligences artificielles, notamment avec des vecteurs store, ce qui vous permet d'injecter des gens. À la fin, tout ça, ce socle, est un accélérateur, mais comme d'habitude, on rend possible ça pour des gens qui codent et pour des gens qui ne codent pas. Ceux qui codent, ils utilisent ça via des API dans leur IDE qu'ils préfèrent, et les autres, ils vont avoir des interfaces visuelles qu'on vous livre clé en main. Et c'est le socle, du coup, de ce que c'est que de faire de Generative AI, des applications de GenAI dans les entreprises. Deuxième sujet, l'opérationnalisation, pour de vrai. Alors nous, on appelle ça l'XOps. X comme, vous savez, comme une variable. Donc X, ça peut être plusieurs choses. Et effectivement, on considère que ce qui s'appelle le DataOps, le MLOps et ce nouveau sujet qui est le LLMOps ne sont qu'une facette de l'opérationnalisation de l'ensemble et que c'est XOps. Si vous en pensez aux applications que vous créez, effectivement, elles sont faites de différentes briques. Elles n'ont pas toutes que du GenAI. Il n'y a pratiquement aucune application qui sont faites qu'avec du GenAI. Elles sont faites avec différentes briques. Si vous pensez l'opérationnalisation de ces choses-là indépendant, en fait, vous risquez d'alourdir, de complexifier votre système d'opérationnalisation.
Et quand ça s'alourdit, qu'est-ce qui se passe? Soit on n'opérationnalise pas, soit quand on opérationnalise, on crée une dette parce que la mise à jour est extrêmement lourde. Et en fait, ce qu'on risque tout simplement, c'est à un moment, pas de valeur parce que les choses ne sont pas opérationnalisées. Et ça me fait mal au cœur, parce que ça fait, il y a 10 ans, quand je faisais du product management au début de Hadoop, je racontais la même chose et en fait, je suis toujours là à raconter la même chose, mais c'est effectivement le risque. D'où l'intérêt d'XOps, d'accord? D'où l'intérêt d'unifier en fait vos pratiques. Alors, dans Dataiku, il y a quelque chose qui s'appelle le déployeur, qui vous permet effectivement de pousser en production directement ce que vous avez designé, et c'est l'essence de Dataiku. Ce qui a été designé, c'est ce que vous allez opérationnaliser. Donc vous allez l'opérationnaliser, vous pouvez gérer différents niveaux d'opérationnalisation en passant par des étapes, QA, pré-prod, prod, etc., pour les modèles, les pipelines, les applications. Parmi les choses qu'on a ajouté, disons, la dernière, il y a l'experiment tracking qui permet de comparer des modèles qui ont été faits soit en design, soit en deployment. On peut réentraîner des modèles en design, de pouvoir les comparer, qui se fait code ou pas, et de suivre l'évolution, pas seulement des modèles. Les modèles se jouent sur de la donnée vivante. Il faut suivre la donnée et est-ce que le modèle qui est, ou les modèles, les versions de modèles, etc., sont en fait performent comme on s'y attend. L'opérationnalisation, c'est effectivement pouvoir déployer, mais ce n'est pas que ça. En fait, on ne déploie les choses que quand les gens sont convaincus de la valeur. Et c'est très important d'avoir très tôt de la transparence. La transparence avec, du coup, comprendre les features importantes, quel que soit le modèle, même s'il est black box. Donc, c'est des choses qu'on a livrées. Évidemment, s'intéresser aux questions d'équité, et c'est à vous, en tant qu'humain, de le faire. Nous, on vous produit des interfaces, mais c'est à vous de définir quels sont les critères d'équité sur lesquels vous voulez travailler. MLflow, qui est une pratique plutôt du code dans lequel on a fait de l'intégration à la fois pour importer et exporter vers MLflow récemment. Et aussi, dernier point, je vais vous parler de override rapidement. De override, c'est finalement injecter des règles métiers dans vos prédictions de façon à dire selon tel critère, je veux qu'on prédise ça. Ou inversement, selon tel critère, tu peux prédire ce que tu veux, mais si tu fais quelque chose d'un peu bizarre, alerte-moi, parce que je vais aller voir la main. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont robustifier vos pratiques d'opérationnalisation. Mais ça n'est pas tout. Je vous ai parlé beaucoup de qu'est-ce qui se passe dans Dataiku. En fait, dans les entreprises, il y a de plus en plus, il y a toujours eu en fait, plein de systèmes pour faire des modèles, et les questions d'interopérabilité deviennent de plus en plus importantes. À ce titre, Dataiku s'ouvre. On travaille sur la capacité d'utiliser des modèles qui ont été créés à l'extérieur, dans Dataiku, et du coup de les rendre disponibles de facto à des gens qui ont des profils qui utilisent autre chose que le code pour une API. Donc là, c'est une liste Google, Amazon, AWS et MLflow. Idem, des modèles que vous avez fait dans Dataiku, pouvoir les pousser dans ces infrastructures et bénéficier aussi toujours de cette capacité d'opérationnalisation immédiate. Et enfin, dans la mesure où il y a une plus grande variété sur l'origine, les endroits où les choses tournent, pouvoir superviser ça pour votre gouvernance. Finalement, dernier point. Je vous ai parlé donc, de deux sujets. Oui, opérationnalisation, il y aura aussi une présentation juste après. Je vous invite à y aller. On fait plein de choses à Dataiku. On fait beaucoup plus que ce que je vous présente. Évidemment, c'est un résumé très fort. À la fin, notre travail, c'est de faciliter votre quotidien avec la donnée. Donc, c'est plein de petites améliorations dans le sens. On a travaillé sur énormément de choses et généralement, c'est basé sur les retours que vous nous faites en tant qu'utilisateur. Donc, je ne peux pas rentrer sur la totalité de ces choses-là. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé ces derniers temps. Mais je voudrais, pour finir, parler de deux petits points. Un outil, c'est quelque chose, mais la capacité d'onboarder les gens, c'est absolument essentiel. Donc, on travaille beaucoup sur comment faire en sorte que quand les gens arrivent, ils puissent apprendre rapidement. Donc là, j'ai donné un exemple que pour les data scientists, il y a une session pour les codeurs tout à l'heure, si vous êtes des utilisateurs avancés, donc je vous invite à y aller. Deuxième point, c'est que tout ce qu'on fait, ça se fonde sur la donnée. Donc, avoir confiance dans les données, c'est avoir des pratiques autour de la qualité d'analyse sur des pipelines qui sont vivants. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi beaucoup et qui sera présenté aussi tout à l'heure dans une des sessions. Et j'ai fini et je vais passer la main à ma collègue Elisa.